Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous accueillir chez vous, chez nous, je ne sais pas comment il faut le dire. On a un décor assez cosy pour l'occasion et c'est très bien puisqu'on va se poser pour un moment d'échange et de discussion. Vous verrez que ceux qui ont organisé cette journée ont même veillé à arrêter le temps. Une trotteuse n'avance plus, donc on va pouvoir se poser et vraiment prendre le temps. Moi, je viens du monde des médias, puisque je suis journaliste à la RTBF, et on est souvent justement pressé par des timings de faire vite une interview en 8 minutes chrono, parce qu'il y a la pub qui démarre juste après, etc. Alors ici, c'est chouette de se dire que ce matin, on a du temps pour aborder des questions qui me semblent importantes. Alors forcément, c'est toujours un petit peu difficile pour moi de me retrouver dans ce genre de rendez-vous en n'étant absolument pas spécialiste des questions qu'on va traiter et face à des personnes qui, chacune, avaient bien plus de connaissances que moi, évidemment, sur les enjeux qu'on va traiter. Donc, je vous demande de m'excuser par avance si parfois mes questions reviennent à des enjeux un peu plus basiques, un peu plus, peut-être avec des questions parfois un petit peu plus naïves, mais j'imagine que c'est le but aussi de pouvoir faire du coup une présentation qui est accessible à chacune d'entre vous avec vos regards, vos expériences qui sont différentes. Je crains malheureusement, par rapport à la petite présentation qu'on a eue au tout début, qu'on soit dans une configuration ce matin où on va avoir 3 hommes qui vont parler, interrogés par un 4e. Bon, heureusement, ça va changer un peu pour l'après-midi. Et puis cette question du genre, vous le verrez, ne sera pas absente quand même des échanges que l'on va avoir ce matin. Alors, je ne vais pas vous préciser pourquoi on est là et ce qu'on va évoquer ce matin, puisque je viens d'en parler avec la présentation de Julie Delbascourt. Un tout petit mot quand même pour dire, je pense, pour savoir un petit peu ce vers quoi on va aller ce matin et en avoir discuté avec chacun de nos intervenants, qu'on va avoir une présentation assez complète, à la fois très macro, sur la question du travail, sur la question des équilibres dans notre vie à tous, entre vie privée, vie professionnelle, une approche aussi justement un peu globale, systémique et pas une approche purement individuelle. Et je pense que ça risque de parler à chacun d'entre nous sur 2 aspects. J'imagine que dans vos pratiques professionnelles, ce sont des questions que vous avez à traiter avec des situations que vous voyez, des personnes que vous accompagnez, des situations d'emploi, d'entreprise, etc. Et en même temps, je pense que ce qu'on va évoquer ce matin va sans doute vous parler aussi à vous, personnellement, dans votre boulot et les risques psychosociaux qui parfois y sont associés, puisqu'on sait que justement dans le secteur de la santé, c'est particulièrement présent. On l'a vu ici il y a un instant. Voilà. J'ai assez parlé. Le principe de notre matinée, c'est qu'on va avoir 2 temps. Dans un premier temps, vont venir s'asseoir à côté de moi 3 intervenants qui vont chacun avoir, allez, disons 25 minutes pour présenter un petit peu leur lecture des enjeux. Puis on fera une petite pause, et dans un second temps, on va rajouter des fauteuils dans notre petit salon ici, et ce sera plus sous forme d'une discussion à bâton rompu, avec des échanges entre les uns et les autres, et avec des échanges aussi avec vous tous, puisque vous aurez l'occasion évidemment de poser vos questions, de nous interpeller. Voilà. Si ça convient à tout le monde, je propose qu'on se lance tout de suite, et je vous propose d'accueillir un premier invité qui s'appelle Bernard Fuselier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et de nous avoir rejoints ce matin à Namur. Alors Bernard Fuselier, vous êtes sociologue à l'UC Louvain, chercheur qualifié FNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des temps sociaux, justement, des questions aussi de l'équilibre, temps de travail, vie familiale, etc. Vous avez travaillé aussi justement sur ces questions-là sous l'angle du genre. Donc je fais une petite incise par rapport à ce qu'on disait juste avant. Et peut-être un tout petit mot très bref. Vous étiez a priori vous un peu surpris qu'on vous invite à venir vous exprimer ce matin dans un colloque qui traitait de la santé mentale. Oui, tout à fait. Un petit peu comme vous avez demandé d'être excusé, de m'excuser. Je disais à Arnaud, en fait, moi, la santé mentale, je n'y connais rien. Donc, ça c'est fabuleux qu'on m'invite, c'est pas la première fois, mais dans une réunion comme celle-ci, où évidemment vous avez énormément plus d'expertise que moi en la matière, qui a un regard très macro, très social, mais on a vu aussi, à travers les différents chiffres, lorsqu'on a un phénomène aussi massif, bien entendu, c'est un phénomène de société,
Et donc, peut-être que je vais pouvoir resituer certaines logiques qui peuvent vous parler également dans votre pratique ou dans la façon dont vous abordez la question de la santé mentale. Voilà, mais donc on va justement y aller tout de suite, et c'est pour ça que j'ai choisi, en voyant un petit peu ce qu'on avait dans les présentations des uns des autres, de commencer avec vous, parce que je pense que c'est avec vous qu'on va aller vers le regard le plus macro, et comme ça on va zoomer un peu progressivement au fil de cette matinée. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Ok, donc ça c'est déjà une bonne chose. Je pense, Monsieur Fuseli, qu'il faut parler dans plus cette partie-là de micro, j'ai l'impression, parce que quand on parle comme ça, on entend un peu moins. Non, mais je vois, vous mettez le micro sur le menton. Légèrement incliné. C'est bon, alors j'ai un menton qui accueille bien le micro. Ah, voilà, c'est bon. Un menton, un micro, ça aide. Alors, quand je vous dis qu'on va partir sur du macro, vous allez voir tout de suite ce que je veux dire, puisqu'on va commencer avec une première question à la fois toute simple et sans doute extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on pourrait définir, Bernard Fuselier, le travail? Excellente question. Excellente question. Est-ce que je peux vous demander qui ce matin a conduit des enfants à l'école? Qui a préparé un repas hier soir pour le souper? Qui s'occupe de personnes qui ont une perte d'autonomie? Qui participe bénévolement à des SBL ou à la gestion d'un club sportif ou culturel? Est-ce que vous travaillez quand vous faites cela? Est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'on est dans une société de travail? Moi, je dirais non, on n'est pas dans une société de travail, puisqu'il y a nombre d'activités qui ne sont pas du tout reconnues comme du travail, en tout cas pleinement reconnues. Pourtant, ce sont des activités extrêmement importantes dans la production du bien commun, dans la production d'une cohésion sociale, mais c'est un peu le dessous de l'iceberg. Et notre société s'est construite sur une vision très restrictive du travail, puisque le travail, finalement, était considéré dans l'organisation de notre société comme une émergence socio-historique très particulière à partir de la société industrielle, qui se fait dans un cadre très particulier et qui est l'emploi. C'est-à-dire que tout le reste est considéré comme de l'ordre de l'inactivité. D'ailleurs, les économistes nous disent bien, vous avez les actifs. Qui sont les actifs? Ce ne sont pas ceux, évidemment, qui s'occupent des enfants, ce ne seront pas ceux et celles qui sont engagés dans une citoyenneté active, ce sont les actifs, c'est ceux qui sont en emploi ou en demande d'emploi. Vous allez d'accord? Non, vous allez d'accord avec moi pour dire que c'est une vision très restrictive de l'activité. Pourtant, ce régime d'activité s'est mis en place avec un seul signifiant qui était structurant, qui reste structurant, qui est l'emploi. En dehors de cela, on se trouve dans une situation d'invisibilité. Ce qui a déjà une première conséquence, c'est qu'on est dans une société qui produit un sentiment, qui produit des personnes qui sont considérées comme des inutiles au monde. On n'en parlera pas, parce qu'on va parler surtout du travail professionnel, et donc qui s'intègre dans l'emploi. Mais si on prend l'autre versant, par ceux qui ont un statut qui est reconnu parce qu'ils ne sont plus dans la population dite active, ou alors ils ont un statut d'étudiant, ou ils sont sortis de la population dite active par la retraite et la pension, ou sinon, dans cette vision très binaire, l'activité est résumée à l'emploi et aux demandeurs d'emploi. Donc voilà, pour répondre à votre question, il y a deux définitions du travail. Une définition restrictive, qui est socio-historique, et qui est basée sur le signifiant de l'emploi. Et puis, il y a une version plutôt, je dirais, anthropologique, où la façon dont l'humain dépense de l'énergie pour lutter, je prends un gros mot, mais contre l'entropie, c'est-à-dire, finalement, dépense de l'énergie pour essayer de faire en sorte que le système soit ne se décade pas ou ne retombe pas à son état initial. Quand vous cultivez votre jardin, vous êtes en fait en lutte contre l'entropie. Quand vous entretenez votre maison, vous faites du travail parce que vous êtes en lutte contre l'entropie. Si vous laissez
dégrader votre maison. Donc, si vous n'entretenez pas votre maison, elle va se dégrader. Lorsque vous vous occupez des enfants, vous luttez contre l'entropie. Et donc, c'est une vision très élargie du travail qui a longtemps été négligée, mais malgré tout, on voit apparaître ces dernières décennies tout doucement des formes de reconnaissance de ce reste à faire qui est gigantesque, qui en termes d'heures dépasse largement le travail professionnel, qui en termes de production, je dirais, d'une richesse qualitative, voire quantitative dans notre société, est énorme, mais qui n'est pas encore pleinement inscrite dans des cadres sociétaux, dans des politiques publiques. Je vais vous donner un bel exemple. Est-ce que certains d'entre vous ont pris un congé parental? Regardez la définition. C'est un congé parental. Vous êtes en congé quand vous vous occupez de votre enfant. Ça montre combien le référentiel est arc-bouté sur cette vision restrictive du travail et de l'emploi. Le congé parental n'est en rien une reconnaissance du travail parental. Et d'ailleurs, dernièrement, dans une évaluation que j'ai faite avec des collègues de la KU Leuven pour l'Institut de l'égalité pour les femmes et les hommes, on a fait comme recommandation, arrêtons avec ce terme de congé et remplaçons-le par celui de prestation. C'est une prestation parentale, c'est une prestation pour aidants proches, c'est une prestation, en tout cas c'est une reconnaissance à ce moment-là d'un travail, d'une prestation qui est effectuée. Et ce changement sémantique est extrêmement important parce qu'on parlait de tournant, monsieur le conseiller, pouvoir modifier notre logiciel social implique aussi d'avoir des mots pour pouvoir le transformer. Et donc accepter de changer notre vocabulaire si on se dit on est à un tournant, que la manière dont on a conçu de façon très efficace pendant des décennies l'organisation de notre société, aujourd'hui ça bug. Et donc il faut s'attaquer au logiciel lui-même, le reconfigurer. Et pour le reconfigurer, il faut se doter aussi des mots qui permettent d'avancer autrement. Et donc, par exemple, sur la question du congé, j'invite des représentants ici politiques de se battre pour essayer de modifier ce lexique. Est-ce que je réponds à votre question? Très bien, je pense que c'est déjà très intéressant. Je me posais juste une question encore en complément sur cette question du travail. Est-ce que le fait qu'on soit en train de bouger aujourd'hui vers une société qui tend progressivement, et c'est sans doute encore trop long, mais d'aller vers plus d'égalité au niveau du genre, a contribué justement à ce qu'on regarde cette question-là différemment? Est-ce que les études féministes, est-ce que le fait que, justement, dans une lecture un peu plus classique par rapport à l'emploi qui était considéré comme le seul travail et qui était historiquement plus exercé par l'homme dans le ménage, et le fait que notre société soit en train de bouger là-dessus, a changé justement la façon dont on interprète, dont on lit tout ça? Encore une très bonne question. Ça vous dérange pas si je me lève? Moi, je pense que ça capte mieux l'attention. Je vais le passer ce collègue quand même. Mais, ouais. En fait, je la découperai en deux phases. Vous avez commencé en disant le fait de la question du genre, et notamment du mouvement féministe. Et c'est vrai que dans les années 70, le mouvement féministe va être très important pour mettre en évidence le travail domestique. Mettre en évidence combien ce travail qui est fondamental pour libérer des hommes par rapport au travail professionnel est principalement, très majoritairement fait par des femmes dans la gratuité et la totale invisibilité. Alors ce faisant, le mouvement féministe va être extrêmement important pour visibiliser ce travail, mais dans le même temps, il va le définir comme étant du sexage, de l'exploitation masculine ou domination masculine, et que quelque part, il faut que les femmes puissent s'en dégager pour pouvoir accéder à l'autonomie économique en allant sur le marché de l'emploi. Et donc, ils vont à la fois reconnaître l'importance de tout ce reste à faire, principalement porté par la gente féminine, et dans le même temps, en avoir une lecture négative, parce que l'émancipation se fait à travers l'emploi. Donc, ils vont participer à cette société salariale, à ce référentiel de l'emploi. Mais un deuxième mouvement qui va s'affirmer à partir des années 2000
et notamment être mis à l'agenda politique, va être porté non pas nécessairement par les féministes, qui vont plutôt le voir avec méfiance, mais par les femmes elles-mêmes, en termes de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et plus généralement, on dit travail-famille. Pourquoi tout d'abord, parce qu'il y a eu un certain succès dans la féminisation du marché de l'emploi. Alors, si je remonte historiquement, on avait un système extrêmement inégalitaire, mais très cohérent, au niveau, je dirais, de la distribution ou de la division du travail dit productif et du travail reproductif, c'est-à-dire les hommes au boulot, les femmes au fourneau. C'était extrêmement violent, extrêmement inégalitaire, mais en même temps très cohérent. Lorsqu'on a dit tout le monde en emploi, et une belle réserve de main-d'œuvre, c'était évidemment les femmes, donc ce n'était pas uniquement pour des questions d'égalité. Hein. C'était aussi, on était en période de croissance, il fallait de la main-d'œuvre. Hein. Mais ça a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec un conflit travail-famille sur les bras, je parle au niveau de la société. Hein. Et avant de commencer à pouvoir légiférer, à en prendre compte, il a fallu plusieurs décennies. Et donc c'est vrai que cette question de l'articulation des temps de vie, je l'ajurais, a permis de mettre à l'agenda politique et donc à développer un certain nombre de politiques en termes de reconnaissance, d'autres activités qui se font dans la sphère, je dirais, privée. Parce que j'ai parlé du congé parental, mais il y a aussi le crédit temps, il y a le congé de maternité, qui n'a pas simplement, non, au départ, qui n'a pas une volonté de conciliation travail-famille, qui s'inscrivait plutôt au niveau de la directive européenne sur la question de la santé. Mais à côté de ça, il y a eu, aujourd'hui, maintenant, il y a une directive européenne sur la work-life balance, donc la manière dont on peut combiner finalement ces différents temps de vie. Je ne sais plus maintenant si ça répondait. Ça répond en bonne partie à la question. Vous parliez de temps productif, de temps reproductif, juste s'il fallait définir ça en quelques mots, comment est-ce que... Oui, donc moi je ne suis pas trop d'accord avec cette définition, mais donc le travail productif renvoie finalement au travail de production de biens, de services, de l'échange dans le cadre de l'emploi, et le travail reproductif renvoyant à prendre en charge la reproduction de la force de travail qui renvoie plutôt à la sphère domestique. Remarquez qu'un même travail, en fonction de la reconnaissance qu'il va avoir, va être considéré comme du travail ou pas. C'est-à-dire que faire des ménages, si vous le faites chez vous, ce n'est pas du tout reconnu sociétalement comme un travail, mais si vous prenez quelqu'un à titre de service, ça va être reconnu comme du travail. Donc, je dis que la question n'est pas la nature même du travail, mais vraiment sa reconnaissance, comment il est pris dans un cadre que la société, finalement, le sens que la société va lui donner. Alors, bon, ça c'est pour les définitions de manière un petit peu générale et comment la conception des choses a progressivement quand même bougé. Comment est-ce que vous définiriez, comment est-ce que vous caractériseriez ce rapport au travail dans notre société contemporaine où, justement, le fait qu'on soit sorti de ce schéma où c'était surtout l'homme qui allait exercer le travail, mais au sens d'emploi, et la femme jusque-là qui restait plutôt au foyer et qui en fait faisait un travail tout aussi essentiel mais qui n'était pas reconnu comme tel. Et puis en plus, le fait, j'ai l'impression de plus en plus, ces dernières années en particulier, cette question du fait que le travail ne doit pas juste être quelque chose, en l'occurrence un emploi qui va nous amener les revenus, la pension plus tard, etc., mais cet enjeu qu'il faut s'épanouir. Il y a la question aussi de l'épanouissement personnel au travers du travail. Comment est-ce que vous définiriez la façon dont tout ça a évolué et la situation qui est la nôtre dans notre société contemporaine? Vous pouvez vous lever, hein, bien sûr. Oui. Décidément, vous avez vraiment une bonne question. Non, oui. Alors, c'est vrai qu'on distingue en général, mais vous le savez toutes et tous, deux dimensions dans le rapport dit au travail. C'est la dimension instrumentale, c'est finalement gagner sa croûte.
Et de l'autre côté, sa dimension expressive, c'est-à-dire finalement avoir du sens, construire une identité fière, avoir le sentiment d'être utile, etc., etc. Donc ce sont deux dimensions importantes. Et c'est vrai que ces dernières années, pas mal d'études montrent que le rapport expressif devient de plus en plus important, en particulier pour les jeunes générations qui sont prêts à quitter, je dirais, un emploi qui instrumentalement leur donne des moyens, mais qui finalement les insatisfont. Cela dit, on doit avoir une mise en perspective, me semble-t-il, un peu historique pour comprendre où on en est aujourd'hui, et peut-être aussi une des causes qui me paraît fondamentale du mal-être, pas simplement au travail, parce qu'on a vu que c'était beaucoup plus général que cela. Et une fois que ça devient aussi général, évidemment, c'est social. Il faut se rendre compte que notre société industrielle, donc je la situerai avant mai 68, si vous voulez, s'est construite sur une... désolé, c'est aussi un mot propre à la sociologie, mais sur un éthos spécifique, ce qu'on appelle, un sociologue suisse, Christian Layet-d'Épinay, appelle l'éthos du devoir. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui faisait sens pour l'individu? C'était d'accomplir le rôle social qui lui était en quelque sorte assigné. Donc, quelque part, l'important était de pouvoir jouer son rôle de père, son rôle de patron, son rôle d'ouvrier, son rôle de mère au foyer. Et cette conception de l'engagement du devoir allait de pair avec aussi une acceptation du sacrifice. On pouvait se sacrifier individuellement pour accomplir son devoir. On pouvait d'ailleurs se sacrifier pour la patrie. On voit des lettres qui sont terribles de jeunes soldats dans les tranchées qui acceptaient leur situation de sacrifice pour la nation, pour la patrie. Là, je peux vous poser la question, qui entre vous est prêt à se sacrifier aujourd'hui pour la patrie? On est mal. Alors, la notion de sacrifice, à ce point ultime, n'a pas complètement disparu. Parce que si je vous pose maintenant la question, qui, en tant que parent, est prêt à se sacrifier pour son enfant, je pense peut-être qu'il y aurait des bras qui se lèveraient. Donc, la situation de sacrifice n'a pas complètement disparu, mais elle est vraiment autour de ce qui est proche. Alors, le grand basculement, et on pourrait le rattacher à mai 68, c'est que cet état du devoir reste présent, mais se trouve, je dirais, remplacé ou submergé par ce que Christian Layet-d'Épinay appelle l'éthos de l'épanouissement personnel. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui donne le sens de la vie? C'est pas se sacrifier, accomplir ses devoirs soi-disant attendus par la société, par le programme institutionnel, c'est finalement s'accomplir dans l'existence, être le forgeron de sa vie, se réaliser dans l'existence. Injonction culturelle extrêmement forte et même violente, parce qu'on est confronté, toutes et tous, à des systèmes de contraintes qui font qu'en bout de course, si on se regarde, est-ce que je m'épanouis vraiment dans mon travail? Est-ce que je m'épanouis vraiment dans mon couple? Est-ce que je m'épanouis vraiment dans ma parentalité? Est-ce que je m'épanouis vraiment dans mes loisirs, dans mes relations amicales, etc. Et donc, nous avons une injonction culturelle qui, apparemment, a priori paraît séduisante, mais qui a comme effet de mettre une pression sur les uns et les autres extrêmement forte. Et donc, c'est là que ce basculement vers un état de l'épanouissement personnel peut être lié avec le mal-être assez général au sein de notre société. Remarquez que je parlais de la question du sacrifice. Maintenant, si on est sur la conciliation travail-famille, pourquoi la conciliation travail-famille devient importante? Parce qu'on n'est plus prêt à sacrifier l'un pour l'autre. Sacrifier sa vie professionnelle pour sa vie familiale ou sa vie familiale pour sa vie professionnelle. Et on pourrait élargir, ici c'est parce que la famille reste quand même un élément extrêmement important, c'est la première valeur des Belges, mais il y a d'autres dimensions de la vie privée si on n'est pas engagé nécessairement dans une vie conjugale, parentale, etc. Il y a la vie privée. Cette notion de sacrifice on n'est plus dans un modèle du ou, mais d'un modèle du et. Et ça, c'est une demande sociale, une revendication,
larvée, mais qui est extrêmement forte. J'ai une petite question courte par rapport à ce que vous venez d'évoquer là. Est-ce que on n'a pas, en fonction des catégories, je dirais, de population dans la société, une possibilité très différente de répondre à cette injonction de l'épanouissement personnel? On a l'impression que pour des personnes qui ont des capitaux culturels élevés, pour le dire comme ça, des personnes qui, en plus, ont des moyens financiers éventuellement au départ, cette idée de pouvoir faire un choix de carrière qui va peut-être plus répondre à une question d'épanouissement personnel qu'à la nécessité de gagner sa croûte, pour reprendre vos mots, est beaucoup plus possible que pour des personnes qui sont dans des situations de précarité, où il y a des factures à payer, des loyers à payer en fin de mois, et où là, alors à la limite, on est peut-être encore plus pris dans cette espèce d'étau contradictoire de à la fois je dois quand même gagner ma vie et donc peut-être accepter un boulot qui ne me plaît pas, et en même temps je suis dans une société qui pousse à cette idée qu'il faut s'épanouir personnellement, que l'emploi doit servir justement à cet épanouissement personnel. Est-ce que là, en fonction de où on regarde, de qui on regarde dans la société, on n'a pas un rapport différent à ce niveau-là? Oui, je dirais que, en fait, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens parce que, a priori, évidemment, la structure des capitaux, notamment économiques, est important pour pouvoir se libérer en quelque sorte et ne pas vivre dans l'insécurité permanente, et donc de pouvoir suivre un programme d'épanouissement personnel. Dans le même temps, dernièrement, j'étais interviewé par journaliste sur la question des jeunes, notamment des jeunes de mobilier populaire, et je disais, parce que la question c'est de pouvoir, il y a un certain nombre de jeunes qui sont en errance, dont la question du sens est extrêmement difficile à construire, aussi parce que la perspective de se projeter dans l'avenir est extrêmement difficile, et pour lesquels on pense alors que des petits jobs devraient les satisfaire. Ils devraient se satisfaire finalement d'emplois dont la qualité est très douteuse. Et moi je disais à la journaliste ou au journaliste, je ne sais plus exactement, il dit mais ces jeunes de milieux populaires, eux aussi sont en attente d'épanouissement personnel. Mais est-ce que c'est pas plus difficile pour eux justement de trouver réponse à cet enjeu-là? C'est d'autant plus compliqué, comme je dis, quand on est dans une situation où d'abord on doit pouvoir essayer de trouver les conditions matérielles d'existence suffisantes. D'autre part, la question de l'épanouissement personnel a un lien, et c'est pour ça que je dis que ça va dans les deux sens, avec la dimension culturelle, parce que plus en quelque part vous êtes réflexif sur votre situation et sur la question de comment je veux me réaliser, plus ça devient une question lancinante et compliqué à gérer. Et donc c'est pour ça aussi que des personnes à haut capital culturel peuvent se retrouver dans toutes les conditions matérielles nécessaires pour se dire « bon, ben, elles doivent bien vivre ». Mais non, le mal-être est quand même là, parce qu'il est d'autant plus thématisé en quelque sorte par la personne. C'est pour ça que ça va dans les deux sens. Petite question alors aussi par rapport à l'évolution justement des emplois. On sait qu'on a des emplois qui, à la fois, parfois peuvent faire beaucoup de sens, et puis on va revenir là-dessus, notamment sur les métiers de l'humain, les métiers de la santé, mais où aujourd'hui on a une pression à la productivité très, très importante, qui fait qu'à un moment donné, alors on peut chercher du sens, mais s'épuiser dans la façon dont on exerce ce boulot. Et à l'inverse, on a aussi une société qui aujourd'hui produit ce qu'on peut appeler des bullshit jobs, donc des travaux à la con, s'il fallait le traduire, et qui en même temps doivent être occupés quelque part dans la façon dont fonctionne notre société, mais qui, par contre, eux, vont très très difficilement faire sens. On a ces évolutions-là, à la fois du marché de l'emploi, et en même temps cette quête de l'épanouissement personnel. Et est-ce que c'est ça qui fait que ça devient de plus en plus difficile, à un moment donné, de répondre à ces injonctions contradictoires dans notre société aujourd'hui? Oui, c'est très clair, c'est générateur de tension. En fait, attention, hein, parce que les bullshit jobs, donc ces emplois à la con, sont pas... Donc, il faut distinguer 4 situations. Il y a d'abord, on a vu émerger, et Robert Cassel parlait effectivement de la société salariale, un certain nombre d'emplois qui sont des emplois temporaires, des emplois à durée déterminée, et pas mal de personnes se retrouvent dans une situation finalement d'accumuler un certain nombre de jobs
sans pouvoir construire finalement un récit continu de leur implication professionnelle et d'en avoir une conscience fière. Ça, c'est un aspect. C'est ces petits jobs, on parlait aujourd'hui des flexi-jobs, qui rendent difficile justement cette projection dans l'avenir, cette construction finalement de pouvoir être un dialogue positif avec soi-même dans son rapport à l'emploi. Le bullshit job renvoie plutôt, donc ces emplois à la con, ce sont ces emplois où on fait des choses qui sont vidées de leur sens en quelque sorte. On fait des réunions sur réunions, ça peut être hautement qualifié. On est amené à appliquer des procédures sur procédures. On se demande, mais pourquoi? C'est une absurdité. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est absurde, mais on doit le faire. Je vais vous donner un bête exemple. C'est un gros projet européen, on doit remplir le timesheet. Ce timesheet, c'est 7,6 heures par jour. Un chercheur ne compte pas ces heures comme ça, c'est 7,6 heures. On ne peut pas travailler le week-end. Si on est en mission à l'étranger, on n'est pas censé travailler sur le projet. Et en bout de compte, on doit faire toute une arithmétique. Et on me dit, oui, on sait que c'est pas vrai, c'est con, mais en même temps, il faut le faire. À tous les niveaux. Voilà. Ça, c'est l'emploi à la con dans lequel, finalement, on fait des réunions sur réunions pour lesquelles on sait que de toute façon, ça va aboutir sur rien. En revanche, il y a... On peut peut-être faire juste une mini-incise, justement là-dessus, Bernard Fuselier. J'imagine que peu de gens ici dans la salle ont l'impression que leur job est un bullshit job, en fait. Mais est-ce que ce que décrit là Bernard Fuselier, qui a l'impression de vivre quand même à certains moments, justement, de son travail? Bon, pas tout le monde, mais quand même une bonne partie de l'affaire. Mais ça, c'est parce que cette connerie, en quelque sorte, elle devient transversale. Elle devient transversale dans la mesure où on devient une société de basse méfiance, dans laquelle, comme on n'a plus confiance en vous, on n'a plus confiance en nous, on doit mettre en place des procédures. Et on doit tout acter, on doit être ce qu'on appelle l'accountability. On doit tout justifier, tout noter. Et quand vous discutez avec des infirmiers ou des infirmières, évidemment, s'il y a une revalorisation salariale, ils seront très contents. Mais la question c'est, je voudrais réaliser finalement le job pour lequel j'ai été formé et qui fait sens pour moi. Qu'est-ce qu'être un bon, une bonne infirmière? Qu'est-ce qu'un bon, une bonne assistante sociale? Est-ce que c'est devoir faire autant de cas, autant d'anamnèses, et tout acté? Et là, il y a une bureaucratisation accrue presque dans tous les secteurs professionnels qui limite l'autonomie professionnelle. En fait, il y a là, vous faites partie là, ailleurs. Hein. Je pense que ça nous intéresse quand même. Il y a une autre tension qui est assez forte, assez structurante aussi dans les mondes professionnels, c'est la tension entre le managérialisme et le professionnalisme. C'est-à-dire qu'on voit dans un certain nombre de secteurs des managers qui veulent réduire l'autonomie professionnelle des personnes qui ont été engagées pour leurs compétences, leur autonomie dans le travail à faire. Or, les managers veulent essayer de parvenir à les cadrer, etc., eux-mêmes étant cadrés, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose qui est très soutenant, mais qui produit beaucoup d'insatisfaction au travail. Vous avez tout à fait raison. À côté de ça, on vous demande en général de plus en plus de faire plus avec moins. Et pour des personnes qui ont un rapport à l'emploi très positif, un emploi bien reconnu, un emploi bien rémunéré, bien protégé, avec un rapport au travail, à la nature du travail professionnel qui est extrêmement positif aussi, ça fait plein de sens, ce que je suis en train de faire. Vous êtes journaliste, ça fait plein de sens. Mais en même temps, vous demandez tellement d'être tout le temps sur le grill, et vous dites, mais je cours, tu cours, il court, nous courons, mais vers où? Et on s'épuise. Et on en arrive à basculer dans le burn-out. Le travail est plein de sens, l'emploi est très gratifiant, mais le productivisme ambiant nous amène finalement à nous engager dans une espèce de tourbillon qui nous tue à un certain moment. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Et puis, à l'extrême, je voyais les chiffres qu'au niveau européen, il y a à peu près 30% d'emplois qui sont vidés de leur substance, c'est-à-dire qu'à force d'être rationalisés, certaines organisations, certaines entreprises, on arrive finalement à avoir des personnes qui ne font rien. Ou
ou aussi par force de rationalisation. Par exemple, vous prenez la question de la sécurité privée qui s'est véritablement développée, où les gens doivent tuer le temps. Parce que c'est là quand il faut faire une intervention. Et donc on est toujours dans l'attente, et donc on est dans l'ennui, on est dans le fameux burn-out, qui est l'opposé en quelque sorte du burn-out. Et si on regroupe tout ça, c'est une proportion non négligeable de la population dite active en emploi. Voilà, donc on a plusieurs cas de figure, plusieurs catégories qu'on vient d'évoquer ici avec vous. On pourrait évidemment encore prolonger longtemps, mais malheureusement le temps nous est quand même compté, même si l'horloge est arrêtée. Si vous deviez tracer quelques lignes maintenant sur des priorités à la fois, je dirais, managériales, dans l'organisation du travail, dans les entreprises, dans les administrations, etc., mais aussi politiques, parce qu'on a compris que c'est une question de société qui se pose là, et pas juste une question à l'intérieur du monde du travail, de comment l'emploi est organisé. Qu'est-ce que vous pointeriez, Bernard Fuselier? Je suis très mal placé pour définir des solutions. Je suis mieux placé pour poser un diagnostic. Mais bon. Bon, tout d'abord, ce qu'on disait, avoir un système de travail soutenable, c'est très important. Donc, en anglais, il parle de Sustainable Work System, qui est, je dirais, le contraire des Intensive Work System. Un système de travail intensif, c'est un système de travail sous pression qui vous met destructeur au niveau santé, psychologique, physique, environnemental, etc. Le Sustainable Work System, c'est le travail décent, c'est-à-dire un travail finalement qui, au niveau, je dirais, de la rémunération, de la protection sociale, du sens qui est donné, de la possibilité de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, est, je dirais, pensé. Donc ça me paraît très important, mais ça peut se faire au niveau des organisations, au niveau du management aussi, se dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour implanter du travail décent? Quand on voit le coût pour notre société des maladies de longue durée, notamment psychosociales, on parle beaucoup du coût du chômage, mais c'est nettement supérieur, hein. C'est gigantesque. Alors, je me demande comment les politiques ne se disent pas, là, si on veut faire des économies drastiques, il faut repenser, ça commence, hein, mais bon, les leviers sont très faibles. Donc ça, c'est un élément. Hein. Une autre chose qui touche qui est une vision, je dirais, du monde, c'est de soutenir le slow movement. Il y a Helmut Rosa, un sociologue philosophe allemand, qui a parlé de l'accélération du temps. Le temps est une donnée extrêmement importante dans cette affaire. Et donc, il faut se donner le temps. Il faut ralentir la cadence. Autant que possible, il faut essayer de parvenir à avoir une société plus sereine, de réinstaurer la question de la confiance. Parce que faire confiance, c'est aussi un don et un contre-don. Si je vous fais confiance, vous allez vouloir vous montrer digne de confiance. Et quand on est dans des relations de confiance, à ce moment-là, on n'a pas besoin de sanctions de procédure, etc., etc. Il y a des garde-fous, bien entendu, ce n'est pas de la confiance aveugle, mais cette question de la confiance doit être aussi thématisée. Et enfin, je dirais, mais là, on est véritablement sur la configuration du logiciel que je parlais tout à l'heure, c'est qu'il est important pour nos dirigeants, pas uniquement politiques, aussi économiques, académiques, qu'importe, de regarder notre société à venir, mais pas dans le rétroviseur. Ne pas regarder dans le rétroviseur ce qui se fait, c'est se dire, mais dans quelle société, un peu comme pour le développement durable, c'est qu'est-ce qu'on veut? Et je pense que le mouvement qui est enclenché, mais de façon très erratique, c'est, on constate le bug, l'épuisement du référentiel de la société salariale. On met en place un certain nombre d'éléments tels que, j'ai parlé des congés, mais aussi la reconnaissance du statut de proche, etc. Tout ça est en balbutiement, mais vers où notre société s'engage, indépendamment de la volonté de quelques-uns, c'est vers une société qui reconnaîtrait un nouveau régime d'activité, c'est-à-dire une société que j'appelle multi-active, où au cours de l'existence, on doit pouvoir gérer à géométrie variable ces différents investissements dans des activités socialement utiles. Évidemment, à 25 ans,
ces investissements ne sont pas les mêmes qu'à 35 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, je suis maintenant dans la génération sandwich, où je dois m'occuper de ma maman. Avant, je devais m'occuper de mes enfants. Bien que c'est mon épouse qui faisait les 55%. Moi, je faisais le solde. Mais donc, cette idée, donc, voilà. Quel est le scénario de société qu'on met qui semble être porté par un mouvement et comment le phaser? Mais ça implique aussi alors une projection sur, comme pour la question de la lutte contre le réchauffement climatique, sur plusieurs décennies, parce qu'une société ne se change pas par décret. Il peut y avoir une révolution au coupe des têtes, mais en général, c'est plutôt incrémental. Donc moi, ce que je dirais aujourd'hui à nos politiques, poser un scénario de société. Et celui qui me semble le plus en phase avec la demande actuelle et avec ce qui se met en place de façon inintentionnelle, c'est une société multi-active. Et dans lequel on va pouvoir, la question de la conciliation sera également beaucoup plus importante. Autre chose, parce que bon, ça touche à la question du féminisme. Le féminisme est fondamental, pas uniquement pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un aspect pragmatique qui un combat de tous les jours, mais aussi une transformation du rapport au monde. Donc la dimension culturelle, on parle du social, de l'économique, mais la dimension culturelle est extrêmement importante. Et en quoi le féminisme peut être une révolution culturelle, c'est qu'à partir des attributs soi-disant féminins, mais qui, liés à la socialisation longue dans l'histoire, est en effet portée surtout par les femmes, elle développe, elle soutient une éthique du care, une éthique des soins. Changer son rapport au monde, ça veut dire, dans la perspective féministe, c'est favoriser un monde, un rapport au monde basé sur la sollicitude, sur les soins. Soit à autrui, soit à soi, soit à l'environnement. Revenir à une terre nourricière, ce qu'on doit, la terre, donc moi je vis en zone rurale, je suis proche de milieux agricoles, c'est important, mais pas comme facteur uniquement de production. Et donc, basculer en quelque sorte d'une vision patriarcale, masculine, de l'exploitation et de la domination, vers un rapport basé sur la qualité des soins, sur le soin qu'on peut avoir dans une organisation, c'est extrêmement aussi important. Donc ça va de pair avec la question du ralentissement aussi, et se dire comment on peut construire une société aussi sur cette éthique du care, dans différentes sphères d'engagement, de reconnaissance du travail de soins que vous faites dans différents lieux. Merci beaucoup. Voilà.